Savez-vous ce qui se passe en ce moment même pendant que vous écoutez ces mots? Une fortune colossale est en train de changer de main, silencieusement. Sans fanfare, sans que personne n'en parle vraiment au journal de 20h. Et pourtant, ce qui se produit aujourd'hui déterminera qui sera riche dans 10 ans et qui regardera son compte en banque avec regret en se demandant où tout est parti. 400 milliards. C'est la somme que les géants de la technologie dépensent cette année dans l'intelligence artificielle. 400 milliards de dollars pour construire des centres de données, acheter des puces, alimenter des machines qui consomment autant d'électricité qu'une ville entière. Vous trouvez ça impressionnant? Moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle l'an 2000, ça me rappelle 2008. Ça me rappelle tous ces moments où tout le monde courait dans la même direction en criant que cette fois, c'était différent. Alors, voici mes questions pour vous aujourd'hui. Êtes-vous prêt pour ce qui arrive? Comprenez-vous vraiment ce qu'une récession fait à votre argent? Savez-vous pourquoi l'intelligence artificielle pourrait être à la fois la plus grande révolution et la plus grande erreur d'investissement de notre époque? Et surtout, de quel côté du transfert de richesse allez-vous vous retrouver quand la tempête arrivera? Nous allons parler de récession. Pas celle dont parlent les économistes à la télévision, mais celle qui se cache déjà dans les chiffres. Nous allons parler d'intelligence artificielle, pas du rêve qu'on vous vend, mais des mathématiques froides qui ne mentent jamais. Et nous allons parler de la plus grande opportunité de votre vie si vous savez où regarder. Je suis Warren Buffett et ceci est la zone de Warren. Vous savez, quand on a mon âge, on commence à reconnaître les schémas. Pas parce qu'on est devin, mais simplement parce qu'on a déjà vu le film. 14 récessions, oui, 14 dans ma vie. La première, je pensais que c'était la fin du monde. La 10e ressemblait déjà à un mardi ordinaire au bureau. L'économie ne demande pas la permission. Elle respire, elle se dilate, elle se contracte. Comme vos poumons en ce moment même. Alors voici la première vérité inconfortable que je veux partager avec vous. La question n'est pas de savoir s'il y aura une récession. Cette question est pour les naïfs. La vraie question est, quand arrivera-t-elle? Et plus important encore, où serez-vous quand elle frappera? Regardez autour de vous. Ici en France, combien de personnes de votre entourage ont vraiment un plan? Pas un vague espoir, un vrai plan. 6 mois d'économie d'eau liquide, un portefeuille diversifié dans des secteurs qui résistent aux tempêtes, une liste d'entreprises solides qu'ils surveillent depuis des mois en attendant le bon moment. La plupart des gens construisent des châteaux de sable sur la plage en pensant qu'ils ont construit des forteresses. Ils regardent leur compte bancaire, peut-être quelques actions achetées parce qu'un collègue en parlait, et ils se disent qu'ils sont prêts. Mais êtes-vous vraiment préparés? Laissez-moi vous raconter quelque chose. En 2008, quand Lehman Brothers s'est effondré et que le système bancaire mondial tremblait sur ses fondations, j'ai fait quelque chose que beaucoup ont considéré comme de la folie. J'ai acheté, pas un peu, beaucoup, Goldman Sachs, General Electric, des entreprises extraordinaires vendues à des prix que je ne reverrai probablement jamais, pendant que les journaux imprimaient des titres apocalyptiques, pendant que mes amis m'appelaient pour me dire que tout s'écroulait, j'étais assis dans mon bureau à Omaha, en train de signer des chèques. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose que la plupart n'avaient pas. Non, pas du courage, j'avais du cash, de la poudre sèche, l'arme la plus puissante pendant une crise, pendant que d'autres vendaient en panique, forcés de liquider leur position pour payer leurs dettes ou simplement paralysés par la peur, moi je pouvais agir. C'est ça la différence entre ceux qui s'enrichissent pendant une récession et ceux qui perdent tout. Vous vivez en France. Vous voyez ce qui se passe avec les taux d'intérêt, avec l'inflation qui grignote votre pouvoir d'achat, votre assurance vie qui rapporte à peine de quoi couvrir la hausse du prix de la baguette, vos livrets qui dorment. Et pendant ce temps, vous regardez peut-être des actions technologiques monter, monter, monter. L'envie est là, non? L'envie de ne pas rater le train, l'envie d'entrer maintenant avant qu'il soit trop tard. C'est exactement ce sentiment qui ruine les gens. Écoutez-moi bien, une récession arrive. Je ne sais pas si ce sera dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, mais elle arrive et quand elle arrivera, elle fera ce qu'elle fait toujours. Elle punira les impatients et elle récompensera les préparés. Alors, voici ma question. Êtes-vous en train de construire un château de sable ou un bateau solide? Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment.
l'intelligence artificielle. Vous en entendez parler partout, à la radio, dans les journaux, peut-être même dans votre entreprise où votre patron a annoncé fièrement qu'on allait intégrer l'IA pour rester compétitif. C'est le mot magique du moment. Prononcez-le et les investisseurs sortent leur chéquier. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce que je vois aujourd'hui avec l'IA ressemble étrangement à ce que j'ai vu en 1999 avec Internet. Non, attendez, laissez-moi être clair, Internet était réel, Internet a changé le monde, mais cela n'a pas empêché des milliers d'investisseurs de perdre 70, 20% de leur argent parce qu'ils ont payé des prix absurdes pour des entreprises qui n'avaient même pas de plan pour gagner de l'argent. L'IA est réelle, elle transformera des industries entières, mais payer n'importe quel prix aujourd'hui simplement parce que le mot IA apparaît dans une présentation, c'est comme acheter une voiture en fermant les yeux et en espérant qu'elle roule. Regardons les chiffres, 400 milliards de dollars cette année. Les grandes entreprises technologiques construisent des centres de données qui consomment autant d'énergie qu'une ville comme Lyon. Elles achètent des puces comme si le monde allait s'arrêter demain. Elles embauchent des chercheurs à prix d'or et de l'autre côté, les revenus directs générés par l'IA sont encore minuscules comparés à ces investissements colossaux. Dans certains cas, on parle de 16 dollars dépensés pour chaque dollar gagné. 16 pour 1. Vous savez ce qu'on appelle ça dans mon métier? Un pari, pas un investissement. Un pari que tout ira parfaitement bien, que la demande explosera exactement comme prévu, que la concurrence restera gentiment en arrière, que les marges resteront élevées, même quand 10 nouveaux acteurs entreront sur le marché. J'ai déjà vu ce film dans les années 90. Les entreprises de télécommunications ont fait exactement la même chose. Elles ont construit des réseaux de fibres optiques gigantesques, financés par des dettes énormes, basées sur une demande future théorique. Résultat, années plus tard, une grande partie de cette fibre restait inutilisée, sombre. Les entreprises ont fait faillite, les investisseurs ont tout perdu. Alors pourquoi aujourd'hui ce serait différent? Parce que c'est de l'intelligence artificielle, parce que les ordinateurs sont plus rapides, les lois de l'économie, elles, n'ont pas changé. L'arithmétique n'a pas changé. Si vous dépensez 100 et que vous gagnez 6, peu importe la technologie derrière, vous perdez de l'argent. Voici ce que je vois. Des entreprises prises dans un jeu dangereux. Aucune ne veut être la première à arrêter de dépenser parce qu'elle a peur que le marché la punisse. Aucune ne veut ralentir parce que son concurrent pourrait prendre de l'avance. C'est un dilemme du prisonnier géant. Tout le monde sait au fond que collectivement on surinvestit, mais individuellement personne ne peut s'arrêter. Et vous, l'investisseur français qui regarde tout ça de loin, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que quand vous achetez un indice, quand vous investissez dans un fonds qui suit le marché américain, vous faites en réalité une énorme mise sur quelques entreprises technologiques hyper exposées à cette même histoire d'IA. Vous pensez être diversifié, mais en réalité, vous avez mis tous vos œufs dans le même panier sans le savoir. Est-ce que ça veut dire que l'IA est une arnaque? Non, ça veut dire que le prix payé aujourd'hui par le marché suppose que tout ira parfaitement bien pendant des années. Et dans mon expérience, les choses ne vont jamais parfaitement bien. Alors que faire? Première règle, ne perdez pas d'argent. Deuxième règle, n'oubliez jamais la première règle. Si quelque chose ne fait pas sens sur le plan comptable, si les chiffres ne tiennent pas debout, peu importe combien de personnes vous disent que vous allez rater l'opportunité du siècle. Restez à l'écart. Maintenant, parlons de ce qui m'inquiète vraiment. Pas l'IA toute seule, pas la récession toute seule, mais les deux ensemble. Parce que quand une récession frappe, et elle frappera, toutes ces entreprises qui ont dépensé des centaines de milliards en infrastructure d'IA vont découvrir quelque chose de brutal. Les revenus s'effondrent pendant les récessions, les clients coupent leur budget, les projets pilotes d'IA deviennent soudainement non prioritaires. Et que se passe-t-il quand vous avez des dettes énormes, des coûts fixes gigantesques pour alimenter et refroidir vos centres de données et que soudainement vos revenus chutent de 20 ou 30%, vous êtes
coincé. Vous ne pouvez pas éteindre les machines. Vous ne pouvez pas renvoyer les ingénieurs du jour au lendemain. Vous êtes prise au piège. C'est là que commence le plus grand transfert de richesse. Pas dans les gros titres, pas dans les annonces fracassantes, mais dans ces moments où certains sont forcés de vendre pendant que d'autres ont les moyens d'acheter. Regardez l'histoire. Chaque grande crise a créé des fortunes. La crise de 2008 a enrichi ceux qui avaient du cash et du courage. La pandémie de 2020 a créé des opportunités incroyables pour ceux qui n'ont pas paniqué. Et la prochaine récession fera exactement la même chose. Elle prendra la richesse des mains tremblantes et la mettra dans les mains calmes. Alors, voici ma question pour vous. Dans quelle catégorie voulez-vous être? Celui qui tremble ou celui qui reste calme? Vous voulez savoir comment je me prépare? C'est très simple et très ennuyeux, tellement ennuyeux que la plupart des gens n'écouteront même pas. Mais c'est précisément ce qui fonctionne. Premièrement, le cash. J'accumule du cash, pas parce que je pense que le cash est le meilleur investissement, c'est généralement le pire, il perd de la valeur avec l'inflation, mais parce que le cash pendant une crise devient l'arme la plus puissante. C'est votre munition, votre poudre sèche. Quand tout le monde vend en panique, celui qui a du cash peut acheter. C'est aussi simple que ça. Pour vous, ça ne veut pas dire garder des millions sous votre matelas. Ça veut dire avoir 6 mois de dépenses en sécurité, liquide, accessible, pour que si vous perdez votre emploi, si votre entreprise ralentit, si quelque chose se passe, vous ne soyez pas forcé de vendre vos investissements au pire moment possible. Et ensuite, une réserve séparée, un montant que vous n'avez pas besoin de toucher, qui attend son moment d'attaquer quand tout est rouge. Deuxièmement, la liste. J'ai une liste d'entreprises extraordinaires que je surveille depuis des années. Des entreprises avec des marques fortes, des entreprises qui vendent des produits que les gens achètent même en période difficile. En France, pensez à vos grandes entreprises de luxe, LVMH, Hermès. Pensez à vos entreprises d'énergie, Total Energy. Pensez à vos entreprises pharmaceutiques, Sanofi, des secteurs essentiels, des entreprises qui ont survécu à la guerre, aux récessions, aux pandémies. Je ne dis pas d'acheter maintenant, je dis de les avoir sur votre liste, de connaître leur valeur réelle, d'avoir fait vos devoirs pendant que le soleil brille, pour que quand la tempête arrive, vous n'ayez pas à réfléchir. Vous savez déjà ce que vous voulez acheter et à quel prix. Troisièmement, zéro dette pour investir, jamais. Je l'ai dit 1000 fois et je le répéterai 1000 fois de plus. N'utilisez jamais d'argent emprunté pour investir, jamais. Je me fiche de combien l'opportunité semble belle, je me fiche de combien vous êtes certain que ça va monter. La dette transforme une perte gérable en catastrophe personnelle. La dette vous oblige à vendre au pire moment. La dette vous tue. J'ai vu des gens brillants, des gens avec des diplômes prestigieux, des gens qui comprenaient les marchés mieux que moi, se faire complètement anéantir parce qu'ils utilisaient trop de leviers. Long Term Capital Management, vous vous souvenez des prix Nobel en économie, les esprits les plus brillants de leur génération, effacés en quelques semaines parce qu'ils avaient trop de dettes. Si ça peut leur arriver, ça peut vous arriver. Alors, ne jouez pas avec ça. Point final. Quatrièmement, la patience. C'est probablement le plus difficile, parce que la patience n'est pas sexy, la patience ne fait pas de bonnes histoires à raconter à vos amis au dîner. La patience, c'est regarder le marché monter pendant que vous êtes assis sur du cash, c'est voir votre collègue se vanter de ses gains en crypto-monnaie pendant que vous attendez. Mais la patience, c'est ce qui vous garde dans le jeu. Ben Graham, mon mentor, disait que le marché à court terme est une machine à voter. À long terme, c'est une balance. Tout le monde vote avec ses émotions, seule la balance mesure la vraie valeur et la balance prend du temps. Cinquièmement, le contrôle émotionnel, c'est le plus important de tous, parce que sans ça, tout le reste s'effondre. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, la meilleure liste, le plus de cash, mais si vous paniquez, si vous laissez la peur prendre le volant, vous allez faire exactement ce que font tous les perdants. Vendre au pire moment et acheter au pire moment. Comment je contrôle mes émotions? Je me pose toujours la même question. Est-ce que l'entreprise a changé ou est-ce que c'est juste le prix qui a changé? Si Coca-Cola vend toujours du Coca, si les gens continuent à en boire, si l'entreprise gagne toujours de l'argent, alors pourquoi vendrais-je juste parce que le prix a baissé de 20%? Le prix n'est que le reflet de ce que Monsieur Marché pense aujourd'hui. Et Monsieur Marché est bipolaire. Un jour, il est euphorique. Le lendemain, il est déprimé. Je ne vais pas baser mes décisions sur son humeur. Vous voyez où je veux en venir. La préparation pour une récession n'est pas compliquée. Elle n'exige pas un doctorat en finance, elle exige de la discipline.
de la patience, du contrôle de soi, des choses que n'importe qui peut apprendre mais que presque personne ne pratique. Alors soyons honnêtes un instant. Vous qui m'écoutez en ce moment, avez-vous 6 mois d'économie? Avez-vous une liste d'entreprises que vous comprenez vraiment? Êtes-vous endetté pour investir? Pouvez-vous dormir la nuit quand vos actions baissent de 10%? Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, vous n'êtes pas prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, vous allez devenir un donateur involontaire pendant le prochain transfert de richesse. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que les Français comprennent mieux que quiconque. La qualité. Vous ne faites pas de compromis sur la qualité de votre vin. Vous ne faites pas de compromis sur la qualité de votre pain. Vous ne faites pas de compromis sur la qualité de votre fromage. Alors pourquoi faire des compromis sur la qualité de vos investissements? Quand je regarde une entreprise, je cherche la même chose que vous cherchez quand vous achetez une baguette. Est-ce que c'est fait avec de bons ingrédients? Est-ce que le boulanger sait ce qu'il fait? Est-ce que ça va durer plus qu'une journée? Alors, les entreprises de qualité ont quelques caractéristiques communes. Elles ont des marques fortes que les clients reconnaissent et font confiance. Elles ont des avantages concurrentiels réels, il n'y a pas des promesses marketing, où elles génèrent du cash, beaucoup de cash année après année. Elles ont des dirigeants compétents et honnêtes et elles peuvent augmenter leur prix sans perdre tous leurs clients. En France, vous avez des exemples parfaits. LVMH, ils vendent dans du luxe. Crise ou pas crise, les riches du monde entier veulent leurs produits. Hermès, leur liste d'attente pour un sac Birkin est de plusieurs années, même pendant une récession. L'Oréal, les gens continueront à se laver les cheveux. Air Liquide, les hôpitaux ont besoin de gaz médicaux, peu importe l'état de l'économie. Ce sont des entreprises ennuyeuses, peut-être, mais l'ennui dans les affaires, c'est souvent synonyme de stabilité. Et la stabilité pendant une crise vaut de l'or. Voici ce que je ne veux pas que vous fassiez. Ne courez pas après la dernière mode. Ne vous laissez pas séduire par des histoires fantastiques de croissance infinie. Ne payez pas 50 fois les bénéfices pour une entreprise qui n'a même pas encore de bénéfices. Et surtout, ne confondez pas une bonne entreprise avec une bonne investissement à n'importe quel prix. Apple est une entreprise extraordinaire, mais si vous payez trop cher aujourd'hui, vous perdrez quand même de l'argent. Tesla a révolutionné l'industrie automobile, mais à un certain prix, même une révolution ne vaut pas l'investissement. Le prix compte toujours. C'est la différence entre un bon dîner et une facture qui vous ruine. Alors comment savoir si un prix est raisonnable? Je me pose quelques questions simples. Si j'achetais cette entreprise entière aujourd'hui, combien de temps me faudrait-il pour récupérer mon investissement avec les bénéfices qu'elle génère? Si la réponse est 50 ans, c'est trop cher. Si la réponse est 10 ans ou moins, maintenant on parle. Est-ce que cette entreprise sera encore là dans 20 ans? Si vous ne pouvez pas répondre oui avec confiance, n'investissez pas. Est-ce que je comprends vraiment comment cette entreprise gagne de l'argent? Si la réponse implique des mots comme potentiel, disruptif ou révolutionnaire sans chiffres concrets derrière, méfiez-vous. La beauté des entreprises de qualité, c'est qu'elles vous protègent pendant les tempêtes. Quand tout s'effondre, quand les actions technologiques perdent 70%, quand les startups font faillite, vos entreprises de qualité continuent. Elles baissent aussi, bien sûr, tout baisse pendant une panique, mais elles ne disparaissent pas. Elles ne font pas faillite, elles attendent. Et pendant qu'elles attendent, elles vous versent des dividendes, elles génèrent du cash, elles vous donnent la force mentale de tenir. Si vous voulez vraiment vous préparer pour la récession qui arrive et pour le transfert de richesse qui l'accompagne, commencez par construire une base solide. Pas 50 actions dont vous ne savez rien. Pas des ETF que vous avez achetés parce qu'un influenceur en parlait. Une poignée d'entreprises de qualité que vous comprenez, que vous croyez, que vous pourriez garder pendant 20 ans. Et quand la tempête arrive, et elle arrivera, ces entreprises seront votre ancre. Elles vous permettront de rester calme quand les autres paniquent. Elles vous donneront la confiance nécessaire pour acheter plus quand tout est en solde. Écoutez, si vous aimez cette approche, si vous voulez continuer à apprendre sur la finance et l'économie, abonnez-vous parce qu'ici à la zone de Warren, on ne suit pas les modes, on suit les mathématiques. On ne court pas après les rêves, on construit des fortunes solides. Maintenant, permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous. Tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est l'action.
parce que savoir et faire sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez lire tous les livres du monde sur l'investissement, vous pouvez écouter tous les podcasts, vous pouvez comprendre parfaitement la théorie, mais si vous ne faites rien, si vous restez paralysé, si vous attendez le moment parfait qui n'arrivera jamais, vous aurez perdu votre temps. La récession n'attend pas que vous soyez prêt, le marché ne vous prévient pas gentiment une semaine à l'avance. Les opportunités ne frappent pas 3 fois à votre porte, elles passent rapidement. Et ceux qui hésitent les regardent passer. En 2008, pendant que je signais des chèques pour Goldman Sachs et General Electric, combien de personnes avaient exactement les mêmes informations que moi ? Combien pouvaient lire les mêmes journaux, voir les mêmes chiffres, comprendre la même situation ? Des millions ? Mais combien ont agi ? Une poignée. La différence n'était pas l'intelligence, la différence était la préparation et l'action. J'avais le cash parce que j'avais épargné pendant les bonnes années, j'avais le courage parce que j'avais étudié ces entreprises pendant des décennies. J'avais la conviction parce que je faisais confiance à mes propres analyses plus qu'à la foule terrifiée autour de moi. Vous, aujourd'hui, en décembre 2025, vous avez un avantage, vous savez que quelque chose approche, vous sentez l'instabilité, vous voyez les dépenses folles en IA, vous voyez les taux d'intérêt, vous voyez l'inflation, vous voyez les gouvernements jongler avec des dettes impossibles. Tous les signes sont là. Alors, la question n'est pas si vous avez l'information, la question est: qu'allez-vous faire avec cette information ? Voici ce que je vous suggère. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, ouvrez un tableur ou prenez un carnet et faites 3 colonnes. Colonne 1, mon cash disponible. Combien avez-vous qui dort sur des comptes, des livrets, des assurances vie en euros ? Combien pouvez-vous mobiliser rapidement sans pénalité ? 6 mois de dépenses sont-ils couverts ? Sinon, c'est la priorité absolue. Avant d'investir un centime de plus, construisez ce coussin de sécurité. Colonne 2, mes entreprises à surveiller. Listez 5 à 10 entreprises que vous comprenez vraiment. Des entreprises dont vous utilisez les produits. Des entreprises dont vous comprenez le modèle économique. Pour chaque entreprise, notez à quel prix vous seriez prêt à acheter. Pas le prix actuel, le prix qui représenterait une vraie opportunité. Colonne 3, mes erreurs à éviter. Écrivez vos points faibles. Est-ce que vous paniquez facilement ? Est-ce que vous suivez la foule ? Est-ce que vous avez tendance à vendre trop vite ? Connaître vos faiblesses est la moitié de la bataille. Maintenant, gardez ce document. Actualisez-le régulièrement. Et quand la récession frappe, vous ne serez pas comme les autres. Vous ne chercherez pas désespérément quoi faire. Vous ouvrirez ce document et vous agirez selon votre plan. La préparation transforme la panique en opportunité. Sans préparation, vous êtes juste une autre victime du marché. Avec préparation, vous devenez un chasseur. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens comprennent. Les grandes fortunes ne se font pas pendant les bulls markets, elles se font pendant les bear markets. Quand tout le monde pleure, c'est là que les vrais investisseurs sourient. Pas parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils voient ce que les autres ne voient pas. Les soldes. Pensez-y comme ça, si votre magasin préféré mettait tout à moins 70%, vous seriez excité, non ? Vous appelleriez vos amis, vous rempliriez votre caddie. Mais quand les meilleures entreprises du monde tombent à moins 70%, les gens courent dans la direction opposée. Ils vendent, ils se cachent, ils sortent du marché au pire moment possible. C'est la plus grande ironie de l'investissement. Les soldes dans un supermarché créent de la joie, les soldes à la bourse créent de la terreur. Pourquoi ? Parce que les émotions prennent le dessus. Parce que personne ne vous a appris à penser comme un propriétaire d'entreprise plutôt que comme un trader paniqué. Quand vous achetez une action, vous n'achetez pas un bout de papier, vous n'achetez pas un numéro sur un écran, vous achetez une part d'une entreprise réelle. Si vous ne seriez pas à l'aise de posséder cette entreprise pendant 10 ans sans regarder le prix une seule fois, alors ne l'achetez pas du tout. Cette mentalité change tout, parce que soudainement vous ne vous inquiétez plus des fluctuations quotidiennes, vous ne regardez plus CNBC toutes les heures, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Est-ce que mon entreprise gagne toujours de l'argent ? Est-ce que ses clients sont toujours là ? Est-ce que son avantage concurrentiel est toujours solide ? Si les réponses sont oui, alors une baisse de prix n'est pas un danger. C'est une opportunité d'acheter plus de parts d'une bonne entreprise à meilleur prix, mais attention, et c'est crucial, cette stratégie ne fonctionne que si vous avez choisi de bonnes entreprises au départ. Si vous achetez de la camelote, peu importe le prix, ça reste de la camelote. Acheter une mauvaise entreprise en baisse, c'est comme acheter une voiture cassée en solde.
C'est toujours une voiture cassée. C'est pour ça que la qualité est si importante. C'est pour ça que vous devez faire vos devoirs maintenant, pendant le calme, avant que la tempête arrive. Parce que pendant la tempête, votre cerveau ne fonctionnera pas correctement, la peur va brouiller votre jugement, le bruit va vous paralyser. Mais si vous avez votre liste, si vous avez étudié ces entreprises pendant des mois ou des années, alors quand le prix tombe, vous ne paniquez pas, vous reconnaissez l'opportunité, vous agissez. Et c'est précisément là que se fait la différence entre un observateur et un véritable investisseur.